Le canal de Panama représente l'une des réalisations d'ingénierie les plus vastes et les plus audacieuses jamais conçues sur le continent américain. Conçu pour raccourcir de manière significative les routes maritimes entre les côtes est et ouest des Amériques, ainsi qu'entre d'autres continents, il permet aux navires d'éviter le long et périlleux contournement de l'Amérique du Sud par le dangereux Cap Horn, à l'extrême sud du continent. Cette merveille technologique unit l'océan Atlantique à l'océan Pacifique via un chenal artificiel et un ingénieux système d'écluses qui élève les bâtiments à 26 mètres au-dessus du niveau de la mer. Chaque traversée d'un navire à travers ces écluses consomme 200 millions de litres d'eau, mettant en péril les réserves hydriques de cette voie. Mais comment parvient-on à soulever des géants des mers pesant parfois plus de 160 000 tonnes? Dans ce documentaire, découvrons ensemble le fonctionnement du canal de Panama lors du passage des navires, ainsi que l'histoire et les particularités de cette œuvre colossale qui a transformé le monde il y a plus d'un siècle. Restez avec nous jusqu'au bout. Chaque année, près de 14 000 navires parcourent les 82 km du canal de Panama, transportant des personnes et des millions de tonnes de marchandises. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Pendant des siècles, la nécessité de contourner l'Amérique du Sud a coûté du temps, de l'argent et des vies. Jusqu'en 1914, date de l'inauguration de l'une des constructions les plus coûteuses et ambitieuses des Amériques, le canal de Panama. Depuis son ouverture, plus d'1 million de navires ont emprunté cette route. Relier les océans Atlantique et Pacifique par une voie navigable était un rêve humain vieux de plus de 500 ans. Unir ces deux masses d'eau offrait un avantage extraordinaire. Cela libérait les navires d'un voyage de 20 000 km, soit près de 2 semaines de trajet. Grâce au canal, les grands bateaux peuvent désormais naviguer de l'Atlantique au Pacifique en seulement 8 heures, soit 40 fois plus rapide que le périple autour du Cap Horn. Ce corridor transcontinental génère des revenus considérables pour l'État panaméen, estimés à plus de 2 milliards de dollars annuels en péage. Les plus grands navires paient jusqu'à plus de 500 000 dollars pour la traversée. Bien que le canal ait dépassé les 110 ans, il demeure essentiel au commerce mondial. Il utilise un système d'écluses, des compartiments clos dotés de portes, fonctionnant comme des ascenseurs à eau. Ces dispositifs élèvent les navires jusqu'au niveau du lac Gatun, situé plus haut que les océans. Ensuite, le système redescend le bâtiment jusqu'au niveau de la mer de l'autre côté. Pour comprendre l'importance de cette voie, imaginez un grand porte-conteneurs naviguant de l'Atlantique vers le Pacifique. Sans le canal, le continent américain serait l'obstacle principal. Si la traversée du canal prend de 8 à 10 heures, le même voyage en contournant l'Amérique du Sud requiert jusqu'à 15 jours, impliquant 2 semaines de travail supplémentaires en haute mer et des milliers de litres de carburant en plus. Malgré ces économies de temps et d'argent, cette route commerciale artificielle fait face à un défi majeur. Pour atteindre la ville de Panama, sur la côte pacifique, un navire doit traverser une succession de passages étroits, de chenaux complexes et d'écluses exigeant une précision et une attention extrême. La largeur du canal contraste directement avec l'envergure imposante des navires, notamment les classes Panamax et Neo-Panamax, construites aux dimensions maximales autorisées pour le passage. Pour traverser en toute sécurité, l'expertise d'un spécialiste est indispensable. Le canal de Panama possède une règle unique en navigation maritime. C'est le seul endroit où le capitaine d'un navire est légalement tenu de céder temporairement le commandement de son bâtiment. Ce contrôle revient aux pilotes du canal, des professionnels hautement formés, possédant une connaissance approfondie des écluses, des chenaux étroits, des courants et de tous les détails opérationnels de cette traversée délicate. Ils assument la responsabilité de conduire le navire sur tout le parcours,
garantissant des manœuvres d'une précision millimétrique, car toute erreur peut entraîner des retards, des collisions ou des dommages. Cette exigence reflète la complexité de la navigation dans le canal, ainsi que l'impératif de sécurité et la nécessité de préserver le flux constant de l'une des routes commerciales les plus stratégiques au monde. En une journée normale, jusqu'à 40 navires peuvent traverser le canal dans les deux sens, transportant environ 600 000 tonnes de cargaison. 2023 et 2024, le canal a connu des restrictions de trafic dues à des pénuries d'eau, réduisant temporairement le nombre de navires à 24 ou 32 par jour. En arrivant par le côté atlantique, le navire franchit les écluses de Gatun, qui l'élèvent de 26 mètres pour l'amener au lac Gatun. Ce lac artificiel, le plus vaste du monde en son temps, est traversé sur 33 km d'eau calme avant qu'un autre groupe d'écluses ne redescende le bâtiment au niveau de l'océan Pacifique. La construction du canal de Panama fut l'œuvre la plus impressionnante de son époque et demeure l'une des plus grandes prouesses de l'ingénierie humaine. L'idée émergea au XVIe siècle, mais les tentatives de construction ne commencèrent qu'à la fin du XIXe siècle. Tout débuta en 1881, lorsque les Français, dirigés par l'ingénieur Ferdinand de Lesseps, père du canal de Suez, tentèrent de percer le canal. Mais les conditions climatiques, les glissements de terrain et les maladies tropicales comme la malaria et la fièvre jaune firent échouer le projet, coûtant la vie à plus de 20 000 hommes. En 1904, les États-Unis reprirent à l'ouvrage avec une approche différente. Au lieu d'excaver l'intégralité de l'isthme au niveau de la mer, ils décidèrent de retirer uniquement les sections les plus élevées et d'inonder l'étendue. Ce fut un effort colossal, entravé par les maladies et les éboulements qui coûtèrent la vie à 5000 autres hommes. Les États-Unis achevèrent le canal en 1914 et l'administrèrent jusqu'en 1999, date de son transfert au gouvernement panaméen qui le gère encore aujourd'hui. Voici comment fonctionne le canal. 1 heure après y être entré, le navire avance sur 11 km depuis l'entrée Caraïbe jusqu'à se rapprocher de son premier défi, le barrage de Gatun. 1 kilomètre plus loin, il atteint le premier ensemble d'écluses, les écluses de Gatun. Celui-ci est composé de 3 chambres indépendantes mais interconnectées, reliant le côté atlantique au lac Gatun, situé 26 mètres au-dessus de la mer. Le problème est qu'avec plus de 300 mètres de long, les navires Panamax sont presque aussi longs que les écluses elles-mêmes, qui mesurent 320 mètres, laissant peu de marge d'erreur. La difficulté ne réside pas seulement dans la manœuvre d'un grand bâtiment, mais aussi dans le fait qu'il transporte une lourde cargaison de milliers de tonnes. S'il est endommagé, il ne pourra plus naviguer. Et si l'écluse est endommagée, le canal devra fermer pour maintenance. Pour compliquer la tâche, les pilotes, dirigeant les navires depuis la passerelle, située à plus de 220 mètres de la proue, avec une visibilité limitée depuis la cabine. Il faut 30 minutes pour manœuvrer le navire jusqu'à l'entrée des écluses. Des remorqueurs aident à le positionner. Une fois dans la première chambre, des travailleurs spécialisés lancent des amarres pour fixer des câbles d'acier à la proue et à la poupe. Ces câbles sont reliés à de puissantes locomotives appelées mules, circulant de chaque côté du canal. Chaque mule pèse environ 50 tonnes et peut tirer des navires jusqu'à 100 fois son poids. En tirant le bateau des deux côtés, elles le font glisser lentement en position. La tâche du capitaine est extrêmement tendue. La largeur des navires est presque identique à celle des chambres d'écluse, laissant moins d'1 mètre de libre de chaque côté. Les manœuvres doivent être d'une précision chirurgicale. Un faux mouvement pourrait briser la coque, fermant le canal et causant des pertes quasi incalculables.
En ajustant constamment la tension des câbles, les locomotives doivent maintenir le navire parfaitement centré. Leurs mouvements doivent être parfaitement synchronisés pour garder les câbles tendus. Une fois le bateau immobilisé en position, le gardien de l'écluse ferme les portes derrière lui. Ces vantaux massifs, épais de plus de 2 mètres, sont conçus pour résister à la pression d'un immense volume d'eau. Une fois fermées, les vannes sont ouvertes pour remplir la chambre avec l'eau douce du lac Gatun, afin d'élever le navire. La gravité guide l'eau du lac vers la chambre par des systèmes situés au fond. L'eau entrante soulève le bateau jusqu'au niveau de la chambre suivante. Le flux doit être constant pour éviter toute turbulence qui pourrait déplacer le navire, risquant de l'écraser contre les parois ou de rompre les câbles d'acier, créant un effet de fouet aux conséquences tragiques. Il faut que 8 minutes pour que 81 millions de litres d'eau remplissent l'écluse, élevant le navire de 8 mètres. Une fois le niveau atteint, les locomotives montent à la chambre suivante. Les portes de 680 tonnes s'ouvrent alors, et l'embarcation est tirée dans la chambre du milieu. Le processus se répète jusqu'à ce que le bateau atteigne le niveau du lac, 26 mètres au-dessus de l'Atlantique. Les câbles sont détachés, et le navire poursuit sa route sur le lac Gatun. Ce lac artificiel de 425 km², le plus grand de son époque à sa création, est formé par le barrage du Rio Chagres. Essentiel au fonctionnement du canal comme voie navigable et réservoir d'eau pour les écluses, il est également crucial pour l'approvisionnement en eau potable de la population et la production d'électricité dans la région. Après 5 heures de navigation dans le canal, le navire atteint la dernière section du lac Gatun. À 30 km du Pacifique, il affronte un nouveau défi, traverser la partie la plus étroite du canal, connue sous le nom de Corte Culebra, qui signifie « coupe du serpent » en espagnol. Lors de la construction, ce tronçon représenta la plus grande prouesse du projet. La main-d'œuvre fut colossale, nécessitant une quantité astronomique d'explosifs pour détruire des millions de tonnes de roches et ouvrir un passage à travers une chaîne de montagnes. On estime que les explosifs utilisés durant cette phase dépassèrent ceux employés pendant la Première Guerre mondiale. C'est ainsi que fut achevé le Corte Culebra, le tronçon final de 13 km. L'eau du lac Gatun s'y engouffra, permettant l'union des océans Atlantique et Pacifique pour la première fois. Après avoir navigué dans cet étroit passage, le navire doit encore franchir les écluses de Pedro Miguel et de Miraflores. Ces 2 écluses redescendront l'embarcation au niveau de la mer et lui permettront de parcourir les 5 derniers kilomètres jusqu'au Pacifique. Elles fonctionnent exactement selon les mêmes principes que les écluses de Gatun, mais en sens inverse. Alors que le navire entre dans le système tiré par les locomotives, la combinaison de la gravité, des vannes et des portes vide l'eau des chambres, abaissant le bateau de 26 mètres pour le ramener au niveau de la mer, où il pourra achever son voyage vers sa destination finale.